Bonjour à tous pour cette journée. Je m'appelle Martial Busutil. Je travaille pour la coopérative Innoval qui est partenaire de la chaire de l'élevage. On est ravis avec tous les profs qui ont préparé cette journée et puis les partenaires aussi dans le cadre de notre chaire futur d'élevage. Voilà, de vous accueillir autour de cette thématique qui est importante qui est celle de l'eau, alors que les dirigeances du monde commencent à se rejoindre à Belém sur des questions qui nous concernent tous. Avant de commencer, on va faire comme au théâtre et au cinéma. On va s'assurer que nos téléphones sont bien sûr off, sinon le spectacle sera un peu gâché. Puis on sera gêné pour notre voisin. On est bon? Rappelez-vous que pour toute la journée, vous avez ce badge qui va vous accompagner. Si vous le décrochez, vous retrouverez le programme. Si vous êtes perdu sur le programme de la journée à venir, vous retrouverez aussi le plan si vous êtes perdu. Donc voilà. Et donc sur toute cette journée, on va faire en sorte que ce soit une journée interactive où étudiants, professionnels, professeurs, enseignants, chercheurs et partenaires, voilà, on puisse échanger sur cette thématique très importante. Donc on compte sur vous, sur votre envie de participer et de co-construire ensemble pour en sortir plus intelligent sur cette question de l'eau. Pour commencer, bien sûr, je vais inviter Romain Janté, qui est directeur de l'Institut Agro, parce que c'est vous qui nous accueillez. L'Institut Agro Rennes-Angers, il faut que je sois précis. Donc à vous, Romain. Ça doit marcher, là. Merci pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'Institut Agro Rennes-Angers, donc pour cette nouvelle édition de la journée Natural Concept, organisée dans le cadre de la chaire Futur d'élevage, comme ça vient d'être appelé. Année après année, c'est un rendez-vous qui s'est naturellement, si j'ose dire, imposé comme un moment où la recherche, la formation et les acteurs de terrain convergent vers un horizon soutenable et robuste. Ici, le futur de l'élevage s'envisage de manière systémique et à l'aune de la sobriété de son bilan en ressources, comme de sa capacité à générer du bien-être, tant chez l'animal que chez son éleveur. Je tiens à saluer chaleureusement les équipes de cette chaire, qui fut une des toutes premières de notre école, Sophie Allais, Sandrine Lagarrigue et Vanessa L'Olivier, ainsi que l'ensemble des collègues de sciences animales qui ont contribué à son émergence. Et je remercie bien entendu nos partenaires, le groupe Grimaud, la coopérative Innoval, Adventiel et le fonds de dotation Roulier, dont la fidélité et le soutien constant irriguent, au sens propre comme au figuré, nos projets communs. Cette synergie entre monde académique et entreprise est notre force. Elle permet d'expérimenter, d'innover et de transmettre. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'eau, quel défi pour les filières animales, est aussi simple qu'unique. L'eau, comme on dit, c'est la vie, et le bleu si caractéristique de notre planète. Mais c'est surtout aujourd'hui un bien commun de plus en plus abîmé, convoité et sous tension. Pour nos filières, l'eau est essentielle à la santé et au bien-être des animaux, pour la qualité des produits, l'équilibre des territoires et plus largement à la durabilité de nos systèmes agricoles. Dans un contexte marqué par de précipitations et des sécheresses de plus en plus fréquentes et irrégulières, des usages en concurrence croissante et des attentes sociétales fortes, il nous faut repenser collectivement la gestion de l'eau à l'échelle de la ferme, de la filière, mais aussi du territoire. C'est un défi scientifique, technique, politique et humain. Bref, un sujet qui coule de source pour mobiliser les réflexions partagées de ces journées qui, évidemment, comme ça vient d'être rappelé, auront une résonance particulière dans le cadre des conclusions de la COP30 qui se tient effectivement à Belém. Le programme en témoigne. Nous allons croiser les visions des services de l'État, du monde professionnel, de chercheurs, d'étudiants de l'Institut Agro Rennes-Angers. Il s'agit de nos ingénieurs en sciences et ingénierie des productions animales et des masters en sciences de l'animal pour l'élevage de demain.
et également de 2 collègues enseignants-chercheurs, Vanessa Lolivier, qui est maître de conférence en physiologie animale, endocrinologie et lactation, et Christophe Kudenek, professeur d'hydrologie et secrétaire général de l'Association internationale des sciences hydrologiques, actuellement en seconde main à l'Imperial College de Londres. Ça nous donne l'occasion de le revoir pendant ce second main. Des politiques publiques aux réalités de terrain, des technologies émergentes aux solutions locales et créatives. Cette journée doit ainsi favoriser le ruissellement des idées et des contacts fertiles au profit de la transition vers des systèmes d'élevage durables qui passera nécessairement par une approche intégrée, collective et anticipatrice de la ressource en eau. L'eau n'est pas seulement un enjeu, c'est un fil conducteur qui relie toutes nos responsabilités et toutes nos actions. Je suis convaincu que les discussions d'aujourd'hui feront émerger des collaborations, des initiatives et une compréhension partagée des leviers dont nous disposons pour bâtir un navire plus résilient. Un remerciement tout particulier à l'antenne territoriale Rennes-Angers de la Fondation de l'Institut Agro, notamment à Christine Dumanget qui a organisé cet événement. Et je vous souhaite à toutes et à tous une journée riche, stimulante et inspirante. Je vous remercie. Et donc j'appelle Sandrine Lagaric, qui est la coordinatrice de cette chaire Futur d'élevage pour la suite. Merci Romain. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis ravie, comme Romain, de vous accueillir. Donc ceci au nom évidemment de toutes les personnes qui pilotent cette chaire. On est assez nombreux. Partenaires et personnes de l'Institut Agro Rennes-Angers, donc de vous accueillir à cette 8e édition de la Journée Natural Concept, qui est un petit peu un événement quand même phare de notre chaire, mais ce n'est pas le seul, et comme je le fais chaque année, je vais rappeler les principales actions que soutient la chaire depuis donc 8 ans. Ces actions se déclinent en 3 axes, la formation, la recherche et l'innovation. Alors concernant la recherche, nous avons pour habitude de soutenir nos étudiants du cursus ingénieur agro, donc les promos aujourd'hui font à peu près 180 personnes, pour leur mobilité à l'international. Sachant que cette mobilité est obligatoire dans leur cursus et peut aller de 3 mois à 5 mois, ce qui est pas mal pour eux et pour leur formation. Et donc la chaire offre 8 bourses. C'est déjà pas mal pour les aider à partir à l'international. La chaire également soutient les étudiants plus spécifiquement qui se spécialisent en sciences et production animale, je les vois ici, les masters et ingénieurs, agro, tout le monde est regroupé. Et en particulier en cofinançant leur voyage de fin d'études. Sachez que tous les étudiants ici ont souvent un voyage de fin d'études. Et en sciences et production animale, ce voyage a pour objectif d'analyser le jeu d'acteurs sur un territoire donné pour une ou des filières données. Donc cette année, ces étudiants, là, ils ont peut-être un petit peu peur, je ne sais pas, vous exposeront leurs travaux en fin de matinée, sachant que ce voyage a été encadré par 2 collègues qui sont peut-être dans la salle. Oui, voilà, Anne-Lise Jacot et Pierre-Guy Barnet. Ça, c'est pour les actions phares côté formation. Côté recherche, on a 2 temps forts. On décerne le prix durabilité, dont vous êtes habitués pour ceux qui viennent très souvent à cette journée, qui a lieu en fin de journée et qui récompense 3 travaux, soit de master, soit de doctorants, et qui sera animé par ma collègue Sophie Allais, enseignant-chercheur également. Ça, c'est pour le premier temps. Et le deuxième temps fort, c'est le financement aujourd'hui de 2 stages de master. Donc, c'est des stages de recherche qui durent à peu près 6 mois. Donc, ça coûte un petit peu de sous et la chaire finance totalement 2 stages. Et un des 2 stages qui a eu qui a été financé l'année dernière sera exposé également en fin de matinée. Voilà. Et alors, il arrive qu'au fil de l'eau, nous soutenons des projets qui arrivent et qui n'étaient pas forcément prévus. Et cette année, nous avons soutenu un projet un petit peu atypique que notre collègue professeur Pierre-Guy Barnet, que je vois là-bas, nous exposera en quelques mots. Je te fais confiance, pas trop long. Et dont le thème est...
histoire de chameau. Je n'en dis pas plus, pour laisser le suspense. Voilà, donc ça c'est côté recherche. Et enfin, côté innovation, l'événement phare, c'est l'organisation de cette journée, qui nous prend quand même un petit peu de temps. Merci à beaucoup de gens qui participent à cette organisation. Ce temps fort, donc journée Natural Concept, est centré toujours sur une thématique. Cette thématique, on la veut différente d'une année sur l'autre. Et on la veut, on la pense à la fois côté Institut Agro-Rhéningé et nos partenaires. C'est vraiment une collaboration très étroite pour trouver un sujet qui nous semble important, à plus ou moins moyen terme, parfois c'est plus moyen terme que court terme, important pour aller vers nos systèmes d'élevage plus durables. Donc cette année, c'est la gestion de l'eau, et donc on vous laissera découvrir un certain nombre de choses sur ça pour qu'on avance tous, on va dire, en termes d'informations fiables sur ce sujet. Voilà. Et pour finir, il me reste à évidemment vous saluer. Alors, il y a quand même un petit mot sur cette journée. Il y a une spécificité, elle a été dite, je la redis, parce qu'elle nous est chère, c'est de mixer les publics. Donc, comme vous le savez, dans la salle, il y a à peu près 200 personnes, et vous vous retrouverez, mais il y a des étudiants qui sont plutôt au centre, des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des professionnels des filières animales, et on pense qu'il est important de rassembler ces publics pour réfléchir ensemble sur des questions importantes pour les élevages de demain. Voilà, donc pour ceux et celles côté filière animale qui souhaiteraient rejoindre notre dynamique collective, rejoindre notre groupe et nos partenaires, donc je rappelle à nouveau, groupe Grimaud, Coopérative Innoval, Entreprise Adventielle et puis le fonds de dotation Rouillé. N'hésitez pas à venir nous voir à la pause, on se fera un plaisir, à la pause déjeuner par exemple ou café, on se fera un plaisir de vous donner des éléments sur cette chaire. Voilà, donc je vous souhaite également, comme Romain, une belle journée, qu'on espère conviviale et informative aussi. Voilà. Donc je vais laisser la parole à notre chef animateur de la journée, Martial. Merci Sandrine. Me voilà rebaptisé. Comme le disait monsieur le directeur, voilà, quand on parle d'eau, on parle de commun, et on sait ce que nous a dit Elinor Ostrom, l'économiste, c'est qu'un commun, ça se gouverne. Et en France, ce qui permet de gouverner au service de l'intérêt général, ce sont les services de l'État. Et pour cela, il y a des politiques publiques qui sont définies autour de l'eau. Et je vais appeler Pascal Ferry, qui est responsable de la division eau à la DREAL Bretagne, pour venir nous exposer justement ces politiques publiques autour de l'eau. Bienvenue madame, à vous. Merci beaucoup. Donc je suis Pascal Ferry, responsable de la division eau à la DREAL Bretagne. Donc la DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Nous déclinons, notre rôle c'est de décliner et de porter l'ensemble des politiques du ministère de l'Environnement, que ce soit eau, biodiversité, climat, énergie, j'en passe certainement, le tout sous l'autorité du préfet de région. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour exposer ce sujet qui est quand même assez complexe. D'abord, j'aime bien lever le nez du guidon et regarder un petit peu la question des ressources à l'échelle planétaire. Donc, est-ce qu'il y a de l'eau sur la Terre? Oui, bien évidemment, vous le savez, mais c'est essentiellement de l'eau salée, puisque 97% de l'eau est de l'eau salée, 3% seulement pour l'eau douce. Si on zoome maintenant sur le deuxième camembert, on a plus des 2 tiers de l'eau douce qui est une ressource glaciaire. Bon, les glacières ne sont pas en excellente santé de nos jours.
Ça, il faut le savoir, vous le savez certainement. Et un tiers, c'est une réserve en eau souterraine. Donc, l'eau douce de surface, c'est peanuts. C'est, sur le schéma, vous voyez, c'est 0,4% pour l'eau qui n'est pas déjà sous forme gelée. Si on zoome maintenant sur le dernier camembert pour cette eau de surface, les lacs, plus des 2/3 de la ressource. Et puis ensuite, dans les différents compartiments du milieu, l'eau se repartit de façon plurielle avec uniquement pour les rivières 1,6%. Vous voyez, bon, ça c'est les grands chiffres qu'il n'est pas inutile de connaître. On pourrait penser que le grand cycle de l'eau est un cycle sans fin, puisqu'effectivement l'eau s'évapore à partir de l'océan, à partir des rivières, du peuplement végétal. Ensuite, ça donne des précipitations et l'eau ruisselle, se réinfiltre, retourne à la rivière, retourne à la mer, tout va bien. En fait, oui, mais on ne maîtrise pas tout dans ce grand cycle. On ne maîtrise pas le combien d'eau va tomber, le où, à quel endroit. Les territoires sont probablement assez inégaux sur cette question-là. Et quand non plus, puisqu'il n'y a pas forcément adéquation entre saisons où on a besoin d'eau et les saisons où l'eau arrive sur le sol. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le petit cycle de l'eau. Il y a un petit schéma, le petit cycle de l'eau. En gros, c'est la fabrication de l'eau potable. On va pomper dans une ressource, qu'elle soit superficielle ou souterraine, passer par une étape de traitement de l'eau, puisque l'eau n'est malheureusement pas toujours directement distribuable aux populations. On le voit, le problème du ruissellement, c'est que ça ruisselle, l'eau ruisselle sur des milieux qui sont parfois pollués. Voilà, donc étape de traitement, distribution, et ensuite de nouveau un traitement avant retour au milieu. Traitement des eaux usées. Alors, dans les thématiques que je vais vous présenter, effectivement, il y a le sujet gouvernance. J'aime bien m'inspirer, moi j'ai trouvé ce schéma très clair quand je suis arrivée à la division eau, les 12 principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau. Je ne vais pas passer en revue les 12 parce que je n'aurai pas le temps, mais parler peut-être un peu plus de ce que je connais et notamment ce que l'on fait à l'Adréal. On travaille pas mal sur la connaissance parce que les données permettent en général d'élaborer des états des lieux, des diagnostics qui sont à la base de la discussion entre acteurs de différents horizons. Si on n'arrive pas à s'entendre déjà sur l'état des lieux, ensuite c'est difficile de construire une politique. Ça c'est un principe assez général. Ensuite le cadre réglementaire, oui, ça a été dit, nous travaillons sur la réglementation. Alors dans un monde idéal, on n'a pas besoin de règles. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal et en fait, il y a des intérêts divergents. Le cadre réglementaire se fabrique dans une démocratie, dans un contexte participatif. Hein. Là, c'est la démocratie participative. Et ça nous amène à la flèche du bas, arbitrage des conflits d'intérêts, des conflits d'usage. Donc, on part de la somme des intérêts individuels qui vont s'exprimer et on essaye de forger, de poser le curseur à l'endroit qui représente l'intérêt général. Voilà, je ne vais pas passer tout en revue. Il y a aussi, bien sûr, le sujet cohérence des politiques publiques, parce que parfois, si on travaille par exemple sur la dépollution de l'eau, il peut y avoir percussion des intérêts d'économie, concernant les économies d'énergie. Pareil entre pollution de l'eau et pollution de l'air. Si par exemple je restreins le calendrier d'épandage sur des plages, un nombre de jours très, très limité, sur ces jours-là,
concentrer les émissions d'ammoniac. Et puis, dernière particularité, on travaille aussi à 2 échelles. Les échelles administratives, bien sûr, parce qu'on est un peu obligé de travailler comme ça. C'est comme ça que la gouvernance française est bâtie. Mais bien sûr, aux échelles hydrologiques, parce que, par exemple, si vous avez des algues vertes sur un territoire, on peut tenter de travailler à l'échelle administrative. Il faut travailler sur tout le bassin. Alors, qui fait quoi sur l'eau ? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui maîtrisent totalement ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. D'abord, il y a des différents niveaux. Le niveau européen, on part des directives européennes. Bon, sur l'eau, c'est essentiellement la directive cadre sur l'eau, la directive eau potable, la directive nitrate, que là, ici, aujourd'hui, on va parler pas mal élevage, et éventuellement la directive évaluation des incidences. Il y a bien sûr un échelon national où les directives européennes sont déclinées à l'échelon national dans le Code de l'environnement et les textes d'application. Le niveau départemental, enfin régional aussi, départemental, l'échelle bassin versant, enfin avec 6 grands bassins en France, où s'élaborent les documents de planification sur l'eau. Voilà, donc je ne vais pas tout détailler. Alors le niveau communal et intercommunal est très important aussi, puisque c'est ici que s'élabore le schéma d'alimentation en eau potable. Voilà, donc assez complexe. Ça, c'était un schéma simplifié, fait par la Cour des comptes. L'objectif de ces politiques publiques, l'objectif principal, c'est d'anticiper et organiser l'adéquation besoin en eau et ressources en eau, pour éviter d'arriver à la case gestion de crise. Gestion de crise, ce qu'on a connu par exemple en 2022, avec la sécheresse de 2022, où des arrêtés de crise avaient, c'est ce qu'on voit en rouge foncé sur la carte, avaient été signés dans la plupart des départements français, y compris en Bretagne. La Bretagne, jusqu'à une certaine époque, était assez épargnée. On avait probablement moins de déséquilibre besoins-ressources. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par la question du changement climatique. Alors pas que, d'ailleurs, puisque la population augmente, donc forcément les besoins en eau augmentent. Les axes de travail sont à peu près les mêmes que ceux qui sont définis au niveau national. Organiser la sobriété des usages pour tous les acteurs, là encore avec des différences selon les territoires. Plus il y a de déséquilibre, plus il faut organiser la sobriété des usages. Optimiser la disponibilité de la ressource. Il y a différents axes pour y parvenir, soit réduire les pertes d'eau dans les réseaux de distribution, valoriser les eaux non conventionnelles, on a un peu de retard en France là-dessus, organiser éventuellement le stockage d'eau en hiver pour pouvoir avoir de l'eau ensuite pendant la période d'étiage. Axe 3, préserver la qualité de l'eau. Effectivement, le but, c'est aussi de distribuer de l'eau qui soit potable et non dangereuse. Donc, il faut prévenir les pollutions diffuses, accidentelles, et préserver aussi le milieu naturel. À l'échelle du bassin, la Bible sur l'eau, c'est le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est un document de planification. Il y a 6 grands bassins en France. Nous sommes dans le grand bassin Loire-Bretagne. Et par conséquent, le document de planification qui va nous intéresser, c'est le SDAGE Loire-Bretagne. Quel est l'objectif de ce document de planification ? Eh bien, essayer d'arriver
à la fin à respecter l'objectif qui nous est fixé par la directive cadre sur l'eau, à savoir 100% de masse d'eau en bon état d'ici 2027. Alors, le bon état, c'est quoi? Pour les eaux superficielles, il y a plusieurs critères. Des critères de santé biologique. On va regarder l'indice plancton, l'indice poisson. Des critères de qualité physico-chimique, nitrate, phosphore, température, oxygène, etc. Et l'état chimique avec tout ce qui est recherche de pesticides et autres substances potentiellement dangereuses. Alors, c'est compliqué d'arriver à 100% de masse d'eau en bon état, puisque dès qu'on est mauvais sur un paramètre, eh bien, la masse d'eau est classée en mauvais état. Bon, je passe sur les eaux souterraines, retenir que les critères ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a aussi un critère quantitatif. Est-ce que la masse d'eau se reconstitue? Est-ce qu'il y a encore suffisamment d'eau sur le plan quantitatif en fonction de ce qu'on connaît de sa chronique historique? Alors, comment est-ce qu'est organisée la gouvernance à l'échelle du bassin? Il y a tout d'abord un comité de bassin qui est censé être composé de façon assez représentative, représenter finalement l'intérêt des différents acteurs, des différents usagers de l'eau. Donc vous voyez, collectivité territoriale, 40%, l'État et les établissements publics, 20%, usagers non économiques, ici on va retrouver les associations, fédérations de pêche, etc., 20%, et les usagers économiques, 20%. Donc ce sont eux qui vont voter ce schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau qui est révisé tous les 6 ans. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Parce que voter des textes, c'est bien, mais avoir un peu de moyens, c'est mieux. Donc, il y a une logique basée sur le principe l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que l'agence de l'eau collecte des redevances auprès de tous les usagers et les redistribue en fonction des priorités qui ont été définies. Priorités que l'on arrive à établir à partir d'un état des lieux sur la qualité de l'eau qui lui aussi est révisé tous les 6 ans. Alors, cette redistribution n'est pas... cette redistribution agit un peu comme une mutuelle, c'est-à-dire que si les agriculteurs, par exemple, on le voit sur le schéma, fournissent des redevances à hauteur de 13% des 2,5 milliards sur 6 ans, on ne va pas forcément leur réaffecter seulement 13%. S'il faut, par exemple, 30% pour corriger les impacts de l'agriculture ou aider les agriculteurs à moins polluer, eh bien, ça peut être plus, ça peut être moins en fonction des régions. Le SDAGE, alors quelques chapitres du SDAGE intéressants. Il y a une disposition sur la protection des zones humides. Les zones humides jouent un rôle important puisque ce sont des filtres naturels, avec le cycle nitrification-dénitrification, par exemple, ça nous amène à réduire la pollution par les nitrates. Ce sont des zones où se stocke l'eau, donc en période sèche, c'est très intéressant. Zones de production d'herbes pour les animaux, et puis des réservoirs très significatifs de biodiversité. Il y a aussi une disposition sur la protection du bocage. Pareil, le bocage, on est dans le registre des solutions fondées sur la nature, avec le ralentissement du trajet de l'eau, ce qui favorise l'infiltration dans le sol, donc le réapprovisionnement des nappes phréatiques, et puis la limitation du phénomène d'érosion et de transfert de polluants vers les cours d'eau. Il y a une disposition aussi sur l'aménagement des villes, toujours le même principe, solution fondée sur la nature. On essaye de désartificialiser les sols pour favoriser l'infiltration et réduire la vitesse de l'eau
à la fois pour lutter contre le trop d'eau, les phénomènes d'inondation, et le pas assez d'eau, tout ce qui est sécheresse. Chapitre très important aussi dans le SDAGE sur le partage de l'eau. Là, vous avez en schéma la représentation de la problématique. Il faut laisser tout en bas un peu d'eau dans le cours d'eau pour permettre au milieu de rester vivant, hein, les poissons, tout ce qui est vie autour dans les milieux humides, etc. Et ensuite, il faut partager la ressource entre l'agriculture, l'industrie, l'alimentation en eau potable, l'industrie pouvant d'ailleurs soit prélever comme l'agriculture, hein, soit prélever directement dans le milieu, soit prélever comme nous, comme les ménages au robinet. Maintenant, l'eau du robinet coûte beaucoup plus cher, puisque au passage, elle a été pompée, traitée, distribuée. Alors, quelques spécificités j'espère que je suis toujours dans les temps, je vais essayer d'accélérer. Alors, quelques spécificités de la Bretagne. Il y a, en termes de bon état et d'état des lieux, un gradient est-ouest assez marqué. Pourquoi ? Parce qu'à l'ouest, en gros, il pleut plus, il y a plus d'eau, donc plus de dilution, des pollutions. Probablement, il y a eu moins d'impact, enfin, moins de remembrement. Donc, bocage probablement plus préservé. Moins d'artificialisation des cours d'eau, que ce soit busage, redressement du tracé des cours d'eau. Et donc, le réseau des eaux superficielles est en meilleure santé. Voilà. Donc, ça se traduit comment en termes de pourcentage ? Actuellement, en Ille-et-Vilaine, on est aujourd'hui en 2025, on doit être à peu près à 3% de masse d'eau en bon état. Alors 2-3%, ça dépend comment on compte. Dans le Finistère, 61% de masse d'eau en bon état. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes ratios. Autre particularité, l'eau potable est produite essentiellement à partir d'une ressource de surface, haute surface, donc pompage dans les rivières, ou dans les retenues qu'on a créées sur les rivières. Ce qui est pas du tout on n'a pas du tout le même ratio au niveau national. Au niveau national, on est plutôt 2/3 eau souterraine, 1/3 eau superficielle. Pour s'en sortir, eh bien oui, on stocke l'eau. Ça, c'est pas du tout spécifique à la Bretagne, mais il y a de très grandes réserves qui sont constituées. Alors très grandes, tout est relatif. Hein, ça dépend desquelles. Il y en a qui sont très petites. Mais le principe, c'est de les placer à des endroits stratégiques, bien sûr là où il y a de l'eau, et puis pour pouvoir desservir les populations en fonction de la répartition des populations. On travaille aussi avec des réseaux interconnectés, réseaux de distribution interconnectés. Ça permet de mutualiser la ressource plus facilement quand il y a de l'eau polluée ou quand une ressource est tarie ou sur le point d'être tarie. Donc ça, c'est le cas du Morbihan, par exemple. Vous voyez que pas mal de ressources sont reliées entre elles. Comment se répartissent les prélèvements ? Alors, je vais commencer par le bas, par la Bretagne. En Bretagne, le poids de l'irrigation est faible, 6%. Abreuvement des animaux, 14%. Alors, également, dans cette catégorie, nettoyage des installations d'élevage, mais ça pèse très peu. C'est surtout l'abreuvement, 14%. 77%, c'est la distribution d'eau potable, enfin l'eau prélevée au robinet. Alors là-dedans, d'ailleurs, on ne maîtrise pas tout. On ne sait pas vraiment qui... on ne sait pas toujours qui vient utiliser cette ressource. Ça peut être un peu l'industrie, ça peut être un peu l'élevage. Mais voilà, on fait avec les chiffres qu'on a. Et l'industrie, environ 3%. Au niveau national, c'est assez différent. 2/3
des eaux consommées sont utilisées pour l'irrigation, 14% pour le secteur de l'énergie. Je suppose que c'est des prélèvements nets, parce que l'énergie en brut, c'est beaucoup plus pour le refroidissement des centrales nucléaires. 12% pour l'eau domestique et 9% dans le secteur industriel. Voilà. Retenir aussi que les besoins en eau sont inégalement répartis sur le territoire, puisque comme le gros des prélèvements, ça va être la distribution d'eau potable pour les ménages, eh bien on voit que déjà on a un problème de répartition, enfin un problème, une réalité de répartition assez particulière, puisque tout le monde est soit dans les grosses agglomérations, soit sur la côte. Alors, je dis tout le monde, non, c'est des habitants aussi en Centre-Bretagne, mais disons que si on raisonne de façon un peu macro, il y a beaucoup d'habitants sur les côtes, sur le littoral. Petite particularité aussi qui est liée à notre comment dirais-je, au fait que la Bretagne soit entourée de mer. Le phénomène d'intrusion saline, effectivement, pour les forages en bord de mer, à partir du moment où on a trop pompé dans la ressource en eau douce, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes de remplacement de l'eau douce qui a été pompée, qui n'est plus là, par de l'eau salée. Et donc le forage se retrouve noyé par de l'eau salée. Et là, une fois qu'on en est arrivé à ce stade, c'est terminé, il n'y aura plus jamais d'eau douce. Donc on est obligé de reculer un peu si on veut de nouveau accéder à l'eau potable et de refaire un nouveau forage. Sur le qui fait quoi, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Bon, j'en ai isolé 2 ou 3. Le fait que le Conseil régional a pris la compétence animation et concertation dans le domaine de l'eau et de la gestion des milieux aquatiques. Donc à cet égard, c'est lui qui préside l'Assemblée bretonne de l'eau, une instance aussi de démocratie participative qui vise à sensibiliser les acteurs et essayer d'entretenir une certaine dynamique en termes d'action. Il y a 4 régions en France où le Conseil régional a pris cette compétence qui est ouverte par décret. Création de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, ça c'est pour mutualiser, partager les connaissances. Donc vous avez des mines d'informations sur cet observatoire. Je citerai aussi des associations, le fait que les associations sont très actives dans le domaine de l'eau, y compris sur le front des contentieux. Ça en rejoint la question des conflits d'usage. Voilà, je crois que c'était la dernière diapositive. Et donc, pour conclure, je dirais que s'il fallait résumer, oui, nous travaillons essentiellement à limiter les inégalités entre les territoires, parce que tous les territoires n'ont pas accès à la même ressource, et à anticiper et limiter les déséquilibres entre besoins et ressources. Merci, madame. Y a-t-il des questions ? Merci beaucoup pour cet exposé ouais. Qui nous met des chiffres super clairs. J'avais une question, vous avez dit, objectif 2027, arrive à 100% d'eau en bon état, et puis là on voit Ille-et-Vilaine où on est à 2%, c'est ça ? Je ne suis pas des chiffres très actualisés, à peu près. En gros, ça ne s'améliore pas à une vitesse extraordinaire. Et du coup, quels sont les leviers ? Est-ce que l'objectif est réalisable, en fait, c'est réaliste ? Alors, bon, déjà, pour vous mettre à l'aise, on n'est pas la seule région dans cette situation. À l'échelle du grand bassin Loire-Bretagne, les chiffres sont encore en moyenne un petit peu moins bons. Je crois que pour nous, on doit être à 32% en moyenne sur la Bretagne, 32% de masse d'eau en bon état. À l'échelle du bassin, j'avais retenu 28%, donc on n'est pas non plus dans un cas totalement isolé. La directive cadre permet, je crois que c'est l'article 4 de la directive cadre sur l'eau,
permet de définir des objectifs moins stricts. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à plus 6 ans, voire plus 12 ans, dès lors qu'on a démontré qu'on a tout fait, qu'on a fait le maximum pour bien travailler et atteindre le bon état, et que malgré tout, on n'a pas réussi. Mais ça ne fait que repousser les difficultés. Donc, c'est une excellente question. Est-ce que c'est toujours atteignable ? Je n'ai pas la réponse. Ce que je sais en passant un petit peu de temps, enfin, à mon niveau, je passe un petit peu de temps dans la comitologie de bassin, c'est qu'on n'a pas forcément non plus assez d'argent pour tout faire. Il y a une question de temps. Bon, je rappelle quand même que la directive 4 sur l'eau, elle a été signée en 2000. 2000. Donc on est en 2025. On ne nous a pas non plus pris comme ça par surprise. Mais après, il y a une question de moyens. Et le fait que la pression sur le milieu s'accentue, parce que les activités sont de plus en plus développées, que ce soit la pression par les populations. Les populations, elles prennent de l'eau, elles rejettent de l'eau un peu moins propre. Mais c'est pareil partout. Donc, effectivement, les pressions s'accentuent. Et c'est une question de moyens et de choix. C'est des choix politiques. Où est-ce qu'on met l'argent ? L'argent, les moyens. Merci, madame. J'ai une question ici. Bonjour, je suis étudiante en Master SAED première année. Et vous avez parlé de la question de conflit. Comment l'ADREAL, du coup, elle gère cette notion de conflit, surtout quand on sait que ça augmente et ça va augmenter dans le futur? Comment l'ADREAL, elle est équipée pour gérer ça? Alors, je parle de ce que je connais dans mon métier. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des conflits, ça prend énormément de temps. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui me bouffe le plus de temps au quotidien. Le fait que les gens ne sont pas d'accord et que comme on est dans une démocratie, heureusement, on a la chance de vivre en démocratie, on ne peut pas passer en force. Il faut pouvoir faire accepter des décisions. Sinon, c'est juste l'anarchie. Voilà, donc il faut faire en sorte que les gens partagent déjà le diagnostic. C'est ce que j'ai dit. Si vous n'êtes pas accordé sur le diagnostic et sur les objectifs, je pense que c'est mal parti pour la suite. Donc on passe beaucoup de temps là-dessus. Beaucoup de temps à aussi convaincre que les chiffres qu'on produit sont fiables, transparents, le plus solides possible, qu'on n'est pas sur des fake news. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment important en démocratie. Et après, c'est l'habileté des personnes qui sont aux manettes. Par exemple, le président du comité de bassin. Alors, je ne parle pas de l'ADREAL, mais moi, c'est pareil pour ma hiérarchie. C'est quand ma hiérarchie intervient devant des publics divers, qui ne sont pas tous acquis aux mêmes objectifs. Et bien après, c'est une question d'habileté. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Oui, bonjour, Marine Guillet-Biosphère. Une question qui est relative justement, comment mettre en place des leviers d'action, quels leviers d'action sont choisis, et aussi le schéma dit simplifié que vous nous avez montré. Comment en fait vous conciliez le fait de définir des leviers d'action avec autant d'acteurs dans la boucle, parce que c'est... Qui les décide, à quel niveau, et est-ce que c'est tous les niveaux qui doivent être cohérents? Enfin, comment ça se passe? Ouais. Bonjour, François Mariette, Coperl. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez détailler l'aspect, quand vous avez présenté les différentes démarches de planification, les solutions fondées sur la nature, vous avez parlé du bois bocage, et du coup, comment détailler ces actions qui sont dans le cadre du 12e programme, et comment elles s'articulent avec le pacte en faveur de la haie, par exemple? Alors, il y a un certain budget qui va être affecté par l'agence de l'eau, mais pas que l'agence de l'eau, parce que l'agence de l'eau propose, et c'est le comité de bassin ensuite qui dispose, enfin qui vote le SDAGE. Donc il y a un certain budget qui va être affecté
à ce sujet-là, protection du bocage. Mais ensuite, effectivement, il y a des dispositifs complémentaires. Parce que l'agence de l'eau, elle toute seule, elle n'a pas les moyens de résoudre toutes les problématiques et elle n'a pas les moyens d'implanter des haies partout où il faudrait. Voilà, c'est ça, parce qu'il faut indemniser les personnes, agriculteurs essentiellement. Donc, il y a des dispositifs complémentaires. Et après, c'est des choix locaux. En fait, on intervient à différentes échelles. Il y a l'échelle du bassin qui fixe la planification, qui définit les dispositions, qui dit voilà, moi, l'argent que j'ai, c'est ça. Sachant que l'agence de l'eau, elle n'a pas totalement la main sur son budget. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une loi de finances qui la contraint à une certaine pression, alors, je ne sais pas si on peut dire fiscale pour les redevances, mais on va dire pression fiscale, puisque je n'ai pas d'autres mots. On ne peut pas augmenter à l'infini, l'agence de l'eau n'a pas les pouvoirs d'augmenter à l'infini la pression fiscale. Elle est tenue à un certain niveau. Donc, elle fait avec le budget qu'elle a. Et donc, forcément, après, si au niveau local, les acteurs trouvent de l'argent complémentaire, ou si les ministères décident que oui, c'est bien de mettre de l'argent via Ecophyto ou via d'autres programmes comme Brace Bocage, c'est très bien, effectivement. Et donc, pour répondre à la question de la lisibilité, est-ce qu'on ne se marche pas un peu sur les pieds? Est-ce que les personnes concernées, les bénéficiaires des aides et des subventions s'y retrouvent dans le millefeuille? J'espère que oui. Moi, je suis pas bénéficiaire, donc j'espère que oui. Mais c'est pas toujours très très facile, je l'admets. Voilà. Donc il faut aller voir les gens qui connaissent au niveau de l'agence. Bon, il y a des subdivisions, hein, des directions territoriales. Chez nous, c'est l'agence de Ploufragan, dans les Côtes-d'Armor. Donc il y a des contacts là-bas, et puis ensuite les collectivités territoriales concernées. Et l'État, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour les leviers d'action, comment vous définissez les leviers d'action et comment ils sont définis et comment ils sont mis en place au vu de la complexité du nombre de structures présentes dans les décisions. Je pense au schéma dit simplifié. Donc, quelle est la réalité de ce schéma si on a toutes les on va dire, les entités présentes? Comment en fait vous pouvez actionner les leviers et en fait peut-être la sous-entendu, est-ce que c'est pas un frein d'avoir tant d'acteurs dans la boucle quand il faut ensuite passer à l'action? Un frein, je ne sais pas. Je pense que plus il y a de gens qui sont intéressés par la politique de l'eau, qui ont compris que c'était important et qu'il fallait travailler là-dessus, mieux c'est. Après, la question, c'est plutôt la lisibilité pour les bénéficiaires, et puis, est-ce qu'il n'y a pas des doublons? Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette? Ça, c'est important aussi. Donc, en fait, on s'adapte un petit peu au fur et à mesure. Bon, il y avait dans les 12 principes de l'OCDE, il y en a un qui correspond parfaitement à votre question, c'est clarifier les rôles. Et sous-entendu, faire en sorte qu'il n'y ait justement ni doublons, ni trous dans la raquette. S'il y a des doublons, ça coûte cher, c'est de l'énergie perdue. Et s'il y a des trous dans la raquette, eh bien, on s'aperçoit que tout d'un coup, tiens, là, il n'y a plus de distribution d'eau potable. Donc ça ne marche pas non plus. Bon, globalement, c'est quand même clair pour les gens qui sont là depuis longtemps. Pour les gens qui arrivent, je pense que c'est assez difficile de tout maîtriser. Voilà. Merci, madame. Merci d'avoir positionné ce sujet, cette journée sous l'angle de l'intérêt général. Donc, on va se souvenir tout au long de la journée que cette ressource, ce commun qu'est l'eau, est une ressource rivale et que vous nous rappelez qu'il faut absolument qu'elle ne soit pas excluable. Et donc, c'est aussi avec ce souci-là de la responsabilité que les éleveurs, la filière d'élevage
traite de la question de l'eau. Et pour nous donner un peu un aperçu de ce sujet-là, nous avons Laurence Lignot qui est avec nous, qui est chargée de mission climat à la Chambre d'agriculture et donc qui va nous présenter une étude sur la consommation d'eau par type d'élevage. Et parce qu'on n'a pas peur d'être poétique, voilà, elle a emprunté à Prévert le terme d'inventaire. Donc nous aurons notre inventaire de la consommation en eau par type d'élevage. À vous. Bonjour à tous. Donc Laurence Lignot, comme ça a été dit, je suis chargée de mission climat carbone à la Chambre d'agriculture et ingénieur agro, voilà. Donc je viens d'une maison un peu comme celle-là, mais à Toulouse. Voilà, merci de m'avoir donné l'occasion de venir devant vous parce que c'est l'occasion de parler d'un certain nombre de choses et notamment du RMT Maël. Donc le RMT, c'est un réseau mixte technologique qui a permis à des différents acteurs de la recherche, du développement ou de l'enseignement de travailler ensemble depuis de nombreuses années maintenant sur les questions de l'élevage et de l'environnement. Donc Maël, ça veut dire macro élevage environnement. Et là, on est en train de terminer en fait ce RMT. Et dans le cadre de ce RMT, en fait, un des objectifs a été de mettre en question l'élevage par rapport aux questions qui sont posées par la société à l'élevage et de faire des liens en fait entre l'élevage, les bénéfices apportés par l'élevage, les territoires et les systèmes agroalimentaires qui sont tous liés en fait. Voilà, donc on a travaillé sur ces questions-là. Et ce que je viens de vous présenter, ce qu'on m'a demandé de venir vous présenter, c'est une des fiches qui est sortie de ce RMT, qui est censée redonner au grand public, au public en fait, des ordres de grandeur par rapport à la place qu'a vraiment l'élevage dans nos systèmes alimentaires, dans nos territoires, dans les grands cycles de l'azote, du carbone, etc. Voilà, donc là, c'est la fiche qu'on a fait qui est sur l'eau et l'énergie. Donc vous allez voir, il y a quelques notions sur l'énergie qui restent dans mes diapositives. Donc des grands chiffres voilà, qui sont destinés au public sur l'élevage. Alors première chose, en termes de méthodo, on a travaillé en fait avec des données de cas type Agribalise, pour ceux qui connaissent, et les effectifs de l'année 2022 de la ferme France. Voilà. Premier niveau, ça a été de rechercher quelles sont les consommations directes de l'élevage, alors en eau et en énergie, mais je ferai le focus que sur l'eau aujourd'hui, et les consommations indirectes. Alors vous savez, direct, c'est tout ce qui est consommé à la ferme, voilà, sur l'exploitation, et indirect, c'est ce qui arrive sur la ferme à travers les achats, les intrants, notamment l'alimentation des animaux. Voilà, deux niveaux pour comprendre en fait ces chiffres sur les consommations d'eau. Autre niveau, on va parler aussi d'empreinte eau. L'empreinte eau, en fait, ce sont les mètres cubes d'eau déprivés multipliés par un facteur de stress hydrique régionalisé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? L'eau déprivée, c'est l'eau qui est consommée et non retournée au milieu naturel. Voilà. Une centrale hydroélectrique, par exemple, elle va consommer de l'eau, mais elle va la restituer au milieu naturel. Là, on ne va compter que ce qui ne retourne pas au milieu naturel. Et le facteur de stress hydrique, c'est un facteur qui permet de savoir si l'eau qui a été prélevée est dans un milieu sensible par rapport au manque d'eau. Par exemple, pour ce qui est en France, on utilise un facteur qui est de 6,98. Par contre, si on est sur le monde, le facteur moyen mondial de stress hydrique, il va être de 44,04. Voyez ? Donc en fonction de la région où l'eau est utilisée, on va appliquer ce facteur de stress hydrique. Voilà. C'est plus grave de consommer de l'eau dans un pays où il en manque, en gros. Voilà. Bon, quelques petites données comme ça pour vous, pour comprendre. Alors, au niveau des consommations directes d'eau, ça a été dit rapidement déjà, juste avant, c'est principalement de l'eau pour l'abreuvement au champ ou l'abreuvement au bâtiment, et de l'eau pour le lavage, en fait, et différents petits usages. Mais voilà, en gros, c'est surtout ça. Hop là, voilà, vous avez la... Et pour la consommation d'eau indirecte, on va être principalement sur l'eau qui a été utilisée pour fournir les aliments du cheptel. Voilà, les principales consommations. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Donc, il faut voir que la consommation d'eau directe et indirecte, bon, ils sont indiqués ici, en fait, en plein
ça va être les consommations d'eau directe et en grisé, en fait, par filière, les consommations d'eau indirecte. Donc on voit que pour porc, poules pondeuses, volailles de chair et les petits ruminants, on a principalement de la consommation d'eau indirecte, c'est-à-dire l'eau qu'il a fallu pour les intrants, pour l'alimentation, qui est achetée sur l'exploitation agricole. Et puis, pour les bovins, on va être avec une plus forte consommation d'eau directe, donc abreuvement et lavage. Voilà, donc là, vous avez pour l'énergie, mais je passe, ce n'est pas notre propos. Donc, c'est 71% en fait de cette consommation d'eau qui est indirecte globalement pour l'élevage France, à l'échelle de la France. Alors, zoom sur la consommation d'eau directe. J'ai déjà presque dévoilé les choses. Donc, vous voyez ici la consommation d'eau directe, c'est la place importante des bovins en vert dans notre camembert pour les différentes filières. Et en fait, on arrive à 0,40 milliards de mètres cubes d'eau qui sont consommés en eau directe. Alors, pour comparer ça, en fait, c'est 15% en fait, de l'eau prélevée en... Je crois que je me mélange. Oui, la consommation d'eau directe en élevage, c'est 17%. L'élevage représente 17% de la consommation totale de l'eau de l'agriculture en France. Et cette consommation totale de l'agriculture de France représente 10% de l'eau totale, voilà, consommée en France. Donc ça redonne des ordres de grandeur. Alors une notion qui est importante aussi, c'est de dire que quand on produit des produits animaux, quand on fait de l'élevage, on restitue aussi de l'eau, mais sous d'autres formes. Première forme sous laquelle on va restituer de l'eau, ça va être sous forme de lait, d'œufs ou de produits animaux, de la viande en fait. Voilà. Et donc on a estimé que 31 millions de mètres cubes d'eau ressortaient de l'élevage sous forme de ces produits-là. Une autre forme aussi de restitution de l'eau, c'est l'eau qu'il va y avoir dans les lisiers, les fumiers et les fientes. Et on estime au niveau France que 84 millions de mètres cubes d'eau sortent dans les effluents bruts des élevages. Voilà, donc ça représente ces 31 plus 84 millions vont représenter un tiers en fait, des consommations d'eau directe de l'élevage qu'on va retrouver là, sous cette forme-là. Autre dimension aussi qui est importante d'avoir, c'est finalement, est-ce que l'élevage peut récupérer de l'eau ? Et là, il y a un calcul qui a été fait sur la récupération des eaux de pluie. Et alors, c'est l'IFIP qui a fait ce calcul-là, et on estime qu'à peu près 50% des toitures des élevages pourraient servir à collecter l'eau de pluie. Alors c'est un calcul théorique. Pourquoi 50% ? Parce qu'on a à peu près 50% de toitures sur lesquelles il peut y avoir des risques d'amiante ou des problèmes de qualité du toit. Et donc 50%, ce serait faisable. C'est une estimation. Et si on récupérait cette eau de pluie sur... alors là, je passe ce qui concerne l'énergie. Sur 50% de ces toitures, ça permettrait en fait d'avoir une autonomie en eau des élevages de 11%. Ça représenterait 11% de la consommation en eau des élevages. Voilà, autre ordre de grandeur. Vous avez voilà. Mais attention, puisque en fait l'eau de ces toitures, ce n'est pas de l'eau potable. C'est de l'eau qui peut être chargée en matière organique, puisqu'il peut y avoir des rejets au niveau des cheminées ou des développements sur les toits. C'est de l'eau qui peut être chargée de contaminants, des contaminants atmosphériques. Voilà. Et c'est une eau qui aurait besoin d'être reminéralisée, en fait, si on voulait l'utiliser en eau potable. Donc ça supposerait des investissements dans le stockage, dans des unités de traitement et dans des circuits d'eau dédiés à cette eau des toitures. Donc voilà, vigilance là-dessus. Autre notion aussi, l'eau utilisée en élevage n'est pas forcément la même chose que l'eau consommée en élevage.
Alors, juste un exemple avec une étude qui a été menée par l'IFIP qui montre qu'en fonction du débit de l'arrivée d'eau sur l'abreuvement des ports, par exemple, eh bien, le port va gaspiller plus ou moins de l'eau, plus ou moins de quantité d'eau. Avec un débit d'1 litre par minute, on a 11% de l'eau qui peut être gaspillée. Si on monte le débit à 2 litres par minute, on peut être entre 14 et 18% de l'eau gaspillée selon les essais. Pourquoi ? Parce que plus il y a d'eau, plus l'animal va peut-être jouer avec l'eau ou l'utiliser pour se rafraîchir ou autre, et pas seulement pour l'abreuvement. Voilà, alors un chiffre à retenir, c'est un chiffre grand public aussi, la consommation finalement en eau de la ferme France, c'est au niveau de l'élevage en fait l'équivalent de 2 régions, la Bretagne et la Normandie réunies, c'est la même consommation que 7 millions d'habitants. Voilà, mais ça, c'est un grand chiffre qui ne traduit pas des disparités régionales. Voilà, quelques éléments en termes de chiffres sur l'eau. Alors, j'avais envie d'élargir un peu ce propos, puisque moi, ma spécialité, c'est plutôt le climat, et de vous donner aussi quelques chiffres sur les évolutions climatiques. Le climat change, et on a fait un calcul, avec Guylaine, d'ailleurs, qui est ici, notamment sur l'augmentation des températures et l'incidence que ça peut avoir sur les besoins en abreuvement des animaux. Alors pour un bovin, on estime que dès qu'on dépasse les 15 degrés, le bovin commence à boire un peu plus d'eau. Et depuis 1958, en fait, c'est entre 21 et 42 litres par an et par vache qui sont bus en plus par rapport à l'élévation des températures liées au changement climatique. Voilà, donc ça, c'est un chiffre qui peut être important. Donc pour un élevage de 80 vaches laitières, on peut avoir 20 000 litres d'eau qui est bu en plus en 2020 par rapport à 1958, si on prend cette référence-là. Donc effectivement, le changement climatique a un impact. L'occasion donc de vous parler d'un programme aussi que l'on vient de terminer, qui est le programme Ferme-Adapt, qui a travaillé sur l'adaptation de l'agriculture de l'ouest de la France, donc Bretagne et Pays de la Loire, au changement climatique. Et donc, je vous invite à aller voir ces résultats-là si vous voulez creuser le sujet. On a travaillé sur la redéfinition des zones agroclimatiques dans ces 2 régions, voilà, en prenant en compte des choses qui changent et qui vont avoir un impact sur l'eau, comme la variabilité des pluies, l'incertitude sur l'avenir, même si on a déjà une petite hausse de la pluviométrie annuelle, on a une grosse incertitude en fonction des modèles climatiques qu'on utilise sur ce que ça va être à l'avenir. Mais par contre, un effet des étés, les étés vont être plus secs et plus chauds, et donc moins de précipitations en été et une évapotranspiration qui augmente, qui représente aussi une menace sur la ressource en eau, notamment en été. Voilà. Et par contre, au niveau du régime des pluies, on est plutôt sur une logique de moins de pluie, mais des pluies plus intenses, voilà, avec une diminution du nombre de jours de pluie sur l'année. Donc on a essayé d'évaluer les impacts sur l'élevage et sur l'agriculture en général de ces évolutions, avec des indicateurs qu'on appelle les indicateurs agroclimatiques. On en a 72 dans le cadre de ce programme. Et donc, ils vont parler des impacts des sécheresses estivales sur la disponibilité des fourrages, par exemple, ou du stress thermique sur les animaux et sur la physiologie des animaux. Voilà, toutes sortes d'indicateurs qui vont être utiles pour prévoir notre adaptation. Voilà. Dans le cadre de ce programme, vous pouvez trouver aussi une étude qui a été mise à jour sur les connaissances des usages de l'eau en 2022, donc à l'échelle de l'animal et à l'échelle des territoires. Voilà, donc ça c'est en ligne. Et il y a eu aussi une enquête qui a été réalisée sur les usages de l'eau avec 712 agriculteurs qui ont répondu sur leurs usages. Voilà, donc ça c'est des résultats que vous pouvez trouver en ligne. Et dernier point intéressant dans ce programme, c'est qu'on a réalisé un diagnostic de vulnérabilité pour que les agriculteurs puissent faire un point
sur leur vulnérabilité par rapport au changement climatique. Ce diagnostic, il s'appelle Climaléa. Il y a 2 niveaux, test, c'est un peu autodiagnostic très qualitatif, ou un niveau diagnostic où on rentre un peu plus dans les chiffres. Et donc là, le Climaléa test sur l'eau, sur les usages de l'eau à la ferme, est disponible. Il peut être utilisé et téléchargé en ligne si vous voulez le récupérer. Donc voilà, quelques éléments que je voulais vous transmettre aujourd'hui, à la fois issus du RMT Maël et issus de ce programme Fermadapt. Donc là, vous avez les liens, celui-là est un peu complexe là, pour retrouver les fiches Maël et les calculs qui ont été faits sur les consommations d'eau de l'élevage en France. Et puis là, vous avez les liens pour retrouver Fermadapt et tous les outils pour l'adaptation de l'élevage au changement climatique. Merci. Avant de commencer de passer aux questions pour les anciennes de l'équipe de rugby de Rennes, oui, c'est bien Laurence Legnaud là, qui vous a plaqué, qui a marqué des essais contre vous et qui vous a privé de nombreuses victoires. Donc ne soyez pas amers. D'accord ? Le traumatisme est passé, c'est une vieille histoire. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions désormais. Et Laurence vous répondra pacifiquement. Émilie, à nouveau. Merci. Vous avez montré des indicateurs qui permettent de montrer la résilience des élevages, mais comment ça va se traduire au niveau du conseil, au niveau des politiques, pour que ça passe par des règles, des aides, pour arriver à une région plus résiliente ? Là, vous parlez de l'adaptation au changement climatique ? Oui, c'est ça. Oui. Alors, sur l'adaptation au changement climatique, en fait, on est un petit peu dans les débuts, je dirais, des processus au niveau de l'accompagnement des agriculteurs. Là, le programme dont je viens de vous parler, c'est un peu le premier programme structurant qui s'est mis en place à cette échelle-là de plusieurs régions pour travailler sur l'adaptation au changement climatique. Il a travaillé sur de l'acquisition de références, sur de la création d'outils pour le conseil. Et on a aussi travaillé avec un réseau d'une centaine d'agriculteurs impliqués dans des groupes qui ont pu réfléchir à leur parcours pour l'adaptation. Donc on est vraiment là encore dans cette phase où on découvre ce qui se passe et où on s'outille pour pouvoir réfléchir à ces trajectoires d'adaptation et commencer à mettre en place des actions. Alors pour l'instant, avec quoi on travaille ? On travaille avec un certain nombre de programmes qui sont des programmes d'aide aux agriculteurs. Je pense à Climaterra par exemple, qui permettent de financer en fait du conseil, du temps en fait, pour se poser et pour réfléchir à la vulnérabilité de l'exploitation agricole et aux leviers d'adaptation qui peuvent être mis en place dans des plans d'action qu'on commence à accompagner. Donc c'est vraiment le début. Voilà, il y a quelques appels à projets maintenant qui incluent des questions d'adaptation au changement climatique. Et la région Bretagne, par contre, a fait le choix très récemment maintenant de systématiser un diagnostic et un conseil adaptation au changement climatique pour les jeunes qui s'installent dans le cadre de la DJA. Donc ça démarre là, maintenant en novembre. Et donc systématiquement, maintenant, les jeunes agriculteurs, dans leurs 4 premières années d'installation, devront faire le point et y voir plus clair sur les leviers à mettre en place pour être mieux adaptés au changement climatique. Voilà, donc ça progresse, ça avance. C'est une nécessité et on a de la demande des agriculteurs sur ce sujet-là. Une autre question. Bonjour, Jacques Fleury de l'association Solidarité Paysans. Juste un détail sur ce que vous avez dit sur la consommation d'eau des animaux, qu'il y a une augmentation de plus 20 à 40 litres par animal qui serait lié au changement climatique, mais je crois que les animaux, au niveau des bovins, les vaches laitières en 58 et en 2020, c'est plus les mêmes. Je veux dire, il y a l'aspect quand même productivité des animaux qui a changé. En 58, on avait des vaches qui produisaient 2500 litres de lait à 3000.
aujourd'hui, les vaches produisent 8 à 10 000 kilos par an, donc la consommation n'est pas la même non plus. Donc l'aspect génétique a changé aussi la consommation. Alors ce chiffre-là, en fait, c'est pas de l'observation, hein. C'est de la modélisation, c'est-à-dire c'est par rapport aux besoins physiologiques de l'animal en fonction du contexte climatique dans lequel il est. Donc c'est indépendant du volet productivité et évolution génétique du troupeau. Ce serait pour une même vache, en fait. Merci. J'ai une question par ici. Oui, bonjour, Guylaine Trouche, en agriculture de Bretagne. Justement, c'est plus une remarque ou une précision par rapport à ce chiffre de plus 21 litres à plus 42 litres. C'est vraiment uniquement l'application de l'équation INRA sur l'effet de la température sur la consommation d'eau bue. Et ça ne prend pas en compte le fait que le changement climatique... Alors, vous avez parlé à juste titre... de la modification de la productivité des vaches sur toutes ces années, mais il y a aussi le changement climatique qui va jouer sur peut-être la nature des rations avec les fourrages qui peuvent changer, et on sait aussi que ça a un impact sur la consommation en eau, et puis ça ne prend pas en compte d'éventuelles modifications de pratiques des éleveurs qui pourraient mettre peut-être les animaux à l'ombre dans les bâtiments, etc. Donc ça, c'est vraiment à prendre avec prudence, ce chiffre, parce que c'est uniquement une application bête et méchante de l'augmentation de la température sur l'impact probable de la consommation en eau bue, toutes choses égales par ailleurs, ce qui n'est pas le cas, quoi. Donc il faut faire vraiment très attention avec ce chiffre-là. C'est pour donner un ordre de grandeur. On pourrait faire la même chose avec nos propres consommations en tant qu'humains. On boit plus quand il fait chaud. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, je vous encourage à aller voir, quand on travaille sur l'élevage et sur les enjeux là, de la chaire des futurs d'élevage, d'aller voir les travaux de ce RMT Maël. Il y a une vingtaine de fiches qui mettent en question l'empreinte environnementale de l'élevage, l'impact des effluents, et en allant jusqu'à l'attractivité du métier d'éleveur, comment elle évolue par exemple, sur les relations entre des scénarios de l'alimentation, quand on voit les évolutions qu'il y a au niveau alimentation des plus jeunes, donc comment ces scénarios alimentation peuvent avoir un impact sur l'élevage. Voilà, compétition, feed, food, sur l'usage des terres pour l'alimentation des animaux ou des humains. Enfin, toutes ces questions de société ont été mises en chiffres à l'intérieur de ce RMT. Et là, je vous ai présenté rapidement ceux sur l'eau. On pourrait aller plus loin, hein. Mais il y a aussi tous ces chiffres sur d'autres aspects que je vous invite à découvrir en ligne dans les travaux du RMT. Par rapport à ce RMT aussi, il y a un livre qui vient de sortir, puisqu'on a réalisé il y a quelques années une école chercheur sur toute la prospective, en fait, les exercices de prospective qui sont faits sur les futurs de l'élevage. Donc ce livre vient de sortir, et voilà, ça peut être intéressant aussi pour vous de le regarder. Merci beaucoup. Le filage d'une journée, il se loge dans les détails. Vous voyez, on va passer de l'acronyme Maël au prénom Maël Ficelier, qui est chargé d'études eau et environnement au sein de la coopérative spécialisée dans le porc, la Coperle. Et Maël, vous allez nous parler de la gestion de l'eau au sein de l'industrie agroalimentaire, avec précisément l'exemple de la Coperle. Exactement. Bonjour à tous. Donc Maëlle Ficelier, je suis chargée d'études eau pour la coopérative Coperle. Donc après avoir beaucoup parlé de la partie plutôt amont, je vais un petit peu plus m'étayer sur la partie transformation de la filière. Donc juste en quelques mots, Coperle, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, on est une coopérative donc, qui est spécialisée dans le porc, qui travaille vraiment de l'amont jusqu'à l'aval de la partie production d'aliments pour le bétail jusqu'à la partie élevage, et en passant par toutes les étapes de transformation avec abattoir, site de salaison et jusqu'à une partie distribution. Aujourd'hui, on est un peu plus de 7500 salariés et 4500 éleveurs adhérents dans la coopérative. On est principalement répartis quand même dans le Grand Ouest et en Bretagne. Et donc, comme je vous le disais, on fonctionne vraiment autour d'une structure qui est composée de 10 branches d'activité qui sont représentées ici.
moi, je voulais revenir sur un principe qui est très simple, qui est un principe qu'on a appliqué depuis de nombreuses années, qui est la démarche des 3 R. Les 3 R, on le retrouve dans plein d'autres thématiques, mais en tout cas dans l'eau, c'est d'abord tout simplement réduire, faire des économies à la source, ce qu'on peut appeler la sobriété. Ensuite, recycler. Recycler, ça peut être sur des... Par exemple, en industrie, sur des machines à laver, on a des tunnels de lavage qui se composent de 3 phases, un pré-lavage, un rinçage. On va réutiliser l'eau de rinçage qui est censée être plus propre que les premières eaux pour l'étape suivante au niveau du pré-lavage. Et enfin, ça doit être la dernière étape, et on en discutera un peu plus longuement par la suite. On a enfin la réutilisation des eaux, qui a beaucoup évolué ces dernières années en industrie agro. Cette démarche aujourd'hui, sur le périmètre Cooperl industriel, elle nous a quand même permis d'atteindre plus de 18% de réduction entre 2019 et 2023. Il manque les 2 derniers petits chiffres. Et ce que je voudrais qu'on retienne vraiment sur ce principe des 3 R, que ça soit en industrie, en élevage, chez vous ou pour tout sujet lié autour de l'eau, c'est qu'il y a une notion qui est très importante, c'est le socle de la connaissance. Connaître, savoir ce qu'on consomme, où, pourquoi, comment et pour quels usages, c'est vraiment la base de tout. Donc en industrie, ça passe beaucoup par réaliser des plans des réseaux, mettre en place des compteurs connectés avec de la télé-relève pour savoir en instantané ce qu'on consomme et pouvoir aussi identifier et être proactif dans la détection d'anomalies, de fuites ou de dérives. Afin de vous illustrer un petit peu ce qu'on fait au sein de Cooperl sur ces sujets-là, je vais vous illustrer 2 exemples. En partant dans un premier exemple sur de la réutilisation, puis on reviendra sur la sobriété, mais vous comprendrez un petit peu mieux le pourquoi du comment. Notre site principal est basé donc à Lamballe, dans les Côtes d'Armor. C'est un site qui est très spécifique et qui est, je pense, très en avance sur la thématique de l'eau. Mais pour plusieurs particularités, ce qui en fait un site unique et qui est surtout non duplicable ailleurs. On a une station d'épuration donc, qui va traiter nos eaux usées, qui réceptionne la totalité des effluents du site. Donc, sur le site, on a un abattoir, mais on a également plein d'autres activités qui produisent beaucoup d'effluents. Cette station d'épuration, aujourd'hui, on n'en retrouve pas une autre similaire, tout simplement parce que dans les années 2000, on a eu une obligation de rejet au milieu naturel qui était très restrictif et qui nous a mis dans l'obligation de mettre en place un traitement très poussé qu'on appelle l'osmose inverse. L'osmose inverse, globalement, quand vous passez 100% d'eau dedans, vous en ressortez 70% où c'est que la molécule d'H2O et vous avez 30% de concentrat. Ces concentrats, aujourd'hui, sont généralement vus plutôt comme des déchets et on ne sait pas bien les valoriser. Et une des particularités du site de Lamballe est notamment qu'on a un double rejet. Donc un premier rejet dans le milieu naturel qui nous a obligés à mettre en place l'osmose inverse, ainsi qu'un autre rejet vers la station communale qui, elle, accepte de réceptionner nos concentrats. Donc c'est une première spécificité qui fait qu'on a mis en place de l'osmose inverse et qu'on se retrouvait à l'époque avec une eau équivalente globalement à l'eau potable. Équivalente à l'eau potable, mais qui n'était pas potable, parce que dans le Code de la santé publique, on nous dit qu'une eau potable doit provenir du milieu naturel. Et cette eau, fonctionnant en circuit fermé, ne vient pas du milieu naturel et n'est donc pas jugée potable malgré sa qualité. Toutefois, on s'est dit il faut quand même qu'on puisse la réutiliser, la valoriser d'une autre manière que la rejeter uniquement dans le milieu naturel. Et donc on a développé pas mal de boucles de recyclage sur des usages comme le lavage des bétaillères, la brumisation des porcs en porcherie. Et également le refroidissement des tours à eau réfrigérante. Donc tour à eau réfrigérante, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement une grosse machine qui nous permet de faire le froid dans l'usine. Et c'est une machine qui consomme de l'eau principalement en été parce qu'elle a quand même monte en température, on a besoin de la refroidir. Donc tous ces efforts d'économie d'eau par des boucles de recyclage et de réutilisation nous ont permis quand même aujourd'hui d'économiser l'équivalent de 120 piscines olympiques par an, donc un peu plus de 300 000 mètres cubes d'eau réutilisés. Tout ça, donc, on nous a amené à faire ces économies d'eau-là, mais on voulait aller plus loin, réutiliser l'eau sur de nouveaux usages, et après avoir fait le tour de tous les usages, on va dire extérieurs à l'industrie, on s'est dit pourquoi ne pas la réutiliser à l'intérieur.
Sauf qu'on s'est vite confronté à des problématiques réglementaires, car il n'existait pas de texte qui nous autorisait à faire de la réutilisation d'eau à l'intérieur. Donc on a essayé d'abord, dans un premier temps, de travailler tout seul, d'aller solliciter les pouvoirs publics localement et nationalement, mais force a été de constater que tout seul, on n'y arrivait pas beaucoup. Donc on a joué collectif et on a participé avec l'ABEA, qui est l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, pour faire évoluer cette réglementation. Donc ça a duré plusieurs mois avec les ministères de l'Agriculture, de la Santé, sur un travail collaboratif de relecture, de propositions, modification des textes, afin d'arriver à un texte qui soit applicable et assez aussi structurant pour préserver le consommateur de toute dérive qui pourrait arriver sur ce sujet. Donc les textes sont parus fin 2023. Ça a permis de laisser la porte ouverte vers la réutilisation d'eau. Et aujourd'hui, on a fini de monter, nous, notre premier dossier qui va être déposé dans les semaines ou mois prochains pour une demande d'autorisation. Donc ce dossier concerne le bac d'échaudage. Bac d'échaudage qui nous permettrait d'économiser 15 000 mètres cubes supplémentaires annuellement. Pourquoi cet usage-là ? C'était pas le prioritaire, on va dire, en termes d'économie d'eau, mais c'est un usage qui est assez simple à comprendre. C'est très en amont dans la ligne de process d'abattage. On se retrouve dans les premières étapes. On a beaucoup d'étapes dites de maîtrise ultérieure, du flambage à haute température, du nettoyage et du brossage humide, ce qui nous permet de maîtriser le risque encore plus. Et globalement, aussi, c'est facile à comprendre que c'est un peu comme l'histoire des toilettes. Mettre de l'eau potable dans les toilettes, ça n'a pas trop d'intérêt. Mettre de l'eau potable dans un bac d'échaudage où au bout du deuxième port, le bac, il est tout rouge. On comprend vite qu'on peut utiliser l'eau potable plutôt pour de l'alimentation humaine que pour ce type d'usage. Après cet exemple de l'emballe, je voudrais revenir sur un autre projet qui a été mené et qui est finalisé, qui lui, pour le coup, était sur le site de Montfort, donc en Ille-et-Vilaine. C'est un double projet qui a fortement évolué, qui avait pour premier objectif de faire la même chose qu'à l'emballe. On avait les tours aéroréfrigérantes. Quand on a fait le constat qu'il fallait faire des économies d'eau aussi sur ce site, on s'est intéressé aux postes de consommation où on pouvait faire des économies. Et les tours aéroréfrigérantes ont été vues comme une potentielle substitution. Au départ, on s'est dit, on fait sur l'emballe de la réutilisation d'eau sur ces tours, pourquoi on ne le ferait pas sur Montfort ? Chouette idée, on part un peu tête baissée dans cette idée-là. Sauf qu'on a vite été confronté aux problématiques très spécifiques aussi de l'emballe. Si on met en place de l'osmose inverse, on a des concentrats. Ces concentrats, pour le coup, sur Montfort, on n'a pas de step communal. Donc ça veut dire qu'on les met dans le milieu naturel. On va rejeter moins d'eau avec des concentrats où on met beaucoup de matière. On va polluer le milieu. C'est pas possible. C'est pas notre objectif. On s'est dit dans un second temps, plutôt que justement d'être sur ce troisième R qui est la réutilisation d'eau, reprenons la base de notre stratégie et revenons au premier R qui est de réduire. Et aujourd'hui, il y a justement des technologies qui s'appellent les tours adiabatiques, qui sont des équipements similaires aux tours aéroréfrigérantes, mais qui nous permettent de faire une économie d'eau de 90%. C'est le seul gros inconvénient, c'est qu'une tour adiabatique, ça coûte quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, le prix de l'eau, même s'il évolue, effectivement, il reste quand même faible. Et généralement, quand on monte des dossiers où la seule thématique et la seule ressource qu'on va économiser, c'est l'eau, vous imaginez bien que le retour sur investissement, c'est pas un critère de sélection. Donc, quand j'ai commencé à monter le dossier, d'un premier abord, on a eu un retour sur investissement qui était supérieur à 25 ans. Là, vous dites que, en tout cas, ce que je me suis dit à cette époque-là, ça ne sert même pas à quelque chose que j'aille le présenter à la direction, ça passe pas comme ça. Donc, ils vont me rire au nez. Par contre, je suis partie sur un principe, que l'eau vient de plus en plus à manquer, qu'aujourd'hui, justement, on va vers un droit à produire. En fait, on n'a pas d'industrie agroalimentaire, nous, sans eau.
Aujourd'hui, l'eau, la majorité qu'on utilise, c'est pour des conditions en plus sanitaires, c'est préserver la santé du consommateur, pouvoir produire des produits sains et conformes. Donc si demain on n'a plus d'eau, on ne produit plus. Donc partant de ce préambule, je me suis dit en fait si dans les années futures on nous impose ou on nous réduit l'eau au robinet, on va peut-être être obligé de fermer 1 ou 2 ateliers. En faisant ces suppositions-là, je me suis dit si on ferme un atelier pendant 4 semaines pendant l'été, quelles sont les pertes économiques? Quelles sont les pertes au niveau des ressources humaines? Comment on reprend l'activité? Et en prenant tous ces éléments en compte, en rebudgétisant tout ça, mon retour sur investissement, il était plus de 25 ans, mais il était inférieur à 1 an. Donc ça a vraiment démontré aussi que l'aspect de l'eau, il ne faut pas juste le regarder à l'instant T, mais vraiment le voir dans une vision sur plusieurs années et essayer d'approcher d'une nouvelle manière. Parce qu'on sait très bien que justement, demain, l'eau sera vraiment un élément majeur qui nous permettra d'être ou de ne plus être présent sur la place de l'industrie agro. Donc ce projet-là a été présenté tel quel. On a également ajouté un deuxième sujet qui était la pérennisation de la réutilisation d'eau sur le lavage des bétaillères. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur porcin, on a une grosse problématique qui est la fièvre porcine africaine qui émerge. Notre système de traitement aujourd'hui n'était pas très poussé, ne nous permettait pas en tout cas de bien désinfecter les bétaillères dans un souci de préservation parce qu'aujourd'hui, on a déjà économisé 36 000 m3, mais si demain on faisait rien, on rebasculait ces 36 000 m3 sur le réseau d'eau de ville, donc on perdait l'économie qu'on avait déjà fait. Donc on a fait ce double projet, tour adiabatique, pérennisation de la réutilisation d'eau du lavage des bétaillères, et en quelques chiffres, ça nous a permis donc d'économiser un peu plus de 36 000 m3, 2 000 m3 qui ont été réutilisés supplémentairement parce qu'on a ajouté le lavage des camions extérieurs via le portique sur la désinfection, et 2900 m3 préservés sur la tour. On en a parlé, justement, l'agence de l'eau nous a aidés financièrement sur ce projet-là. On a également la collectivité eau du bassin rennais, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, effectivement, les projets sur l'eau ont très peu de retour sur investissement, et c'est important de pouvoir être aidé et de faciliter ces sujets-là. Donc s'il y a 2 choses que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est la réutilisation, oui, mais en dernier lieu, après avoir fait tous les efforts de sobriété. Aucun intérêt d'un point de vue économique, d'un point de vue logistique. La meilleure économie d'eau, c'est celle qu'on n'utilise pas. C'est un projet aussi non duplicable. Un projet, c'est un cas d'usage. On ne va pas faire sur un site ce qu'on ferait ailleurs. On doit vraiment étudier au cas par cas. C'est une qualité d'eau, un usage. C'est ainsi que ça doit être vu. Et l'eau, effectivement, on va vers un droit à produire. C'est également anticiper et se préparer au manque d'eau par des réductions, que ça soit 5, 10, 25% en période de sécheresse, mais également en période de coupure. On sait très bien qu'un jour, on pourra aussi nous couper l'eau du réseau d'eau potable, comme c'est déjà arrivé dans certaines régions, pour des soucis de quantité, mais aussi des soucis de qualité. Et également, il faut beaucoup travailler sur faire changer les mentalités. Je pense qu'aujourd'hui, si on est tous réunis dans cette salle, c'est qu'on a déjà une sensibilité au niveau du sujet de l'eau, mais ce n'est pas le cas partout. Et c'est quelque chose qui se travaille et qui doit être travaillé dans les années futures. J'en arrive à la fin de ma présentation. Donc merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, hein, notamment la dernière slide. Si on n'a pas compris les deux principaux messages, il faut qu'on se concentre. Avez-vous des questions? Ou des remarques, bien sûr, des commentaires? Merci. Vous avez beaucoup montré les exemples de ce que vous faisiez dans l'industrie, mais au niveau du coup des agriculteurs qui sont adhérents de la Coperle, comment ça se traduit cette économie d'eau? Alors, normalement, il y a une table ronde cet après-midi où j'interviens également, où on en parlera un peu plus. Mais en quelques mots, c'est aussi un sujet qu'on travaille. Après, comme ça a été présenté juste avant, une grande majorité des prélèvements en eau qu'on fait en élevage sont liés à l'abreuvement. Ça peut plus entre
80-90% vraiment sur l'élevage de porc lié à l'abreuvement, le 10% reste du lavage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des efforts, parce qu'effectivement, il y a du gaspillage, il y a du manque de connaissances aujourd'hui, il y a de la réutilisation d'eau de pluie qui peut être faite, mais à contrario, c'est encore plus compliqué dans un élevage de porc de mobiliser et de proposer des sujets, parce qu'effectivement, il y a toujours cet enjeu économique. Là où l'industriel déjà paye quand même souvent son eau, parce qu'il la prend quand même, dans la majorité des cas, en tout cas pour nous, sur le réseau d'eau de ville, les élevages, dans la grande globalité, sont sur de l'eau de forage. Donc c'est de l'eau qui, clairement, est gratuite pour eux. Donc ne serait-ce qu'un projet de réutilisation d'eau de pluie, à l'échelle d'un élevage, en moyenne, ça va être entre 50 et 200 000 euros en fonction du volume et du type de traitement qu'on va mettre en place. Et aujourd'hui, c'est des projets, c'est même pas qu'il y a un retour sur investissement élevé, c'est qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Donc il y a des éleveurs qui vont vers ces démarches-là, parce qu'ils ont compris justement que dans quelques années, eux aussi, ils allaient vers un droit à produire lié à la problématique de l'eau. Mais on a aussi beaucoup d'éleveurs qui ne mettent pas ça dans leurs enjeux prioritaires. Et moi, je ne vais pas leur tirer la balle, ils ont plein d'autres problématiques aujourd'hui à faire face. C'est pas forcément l'eau qui est leur priorité, mais on travaille beaucoup justement sur entamer une démarche de sensibilisation, de communication sur ces sujets-là dans un premier temps. On a voulu, il y a 2 ans, mettre en place un projet pour proposer de la réutilisation d'eau de pluie, et en fait on s'est très vite rendu compte que on avait voulu aller trop vite, trop rapidement, et qu'il fallait revenir justement sur ce principe des 3 R et d'abord aborder la connaissance, savoir où est-ce qu'ils consomment, comment, pourquoi, et c'est sur quoi on travaille aujourd'hui. Merci beaucoup. Se termine là cette première séquence où on a beaucoup parlé eau et responsabilité individuelle, collective, filière, de l'éleveur jusqu'à l'acteur de l'agroalimentaire. Ce que je vous propose, c'est un temps de pause. Que vous soyez thé ou café, il y aura de quoi faire, et on se retrouve dans une demi-heure. On parlera innovation, voyage d'études Caprin, et on parlera également chameau. Voilà. À tout à l'heure.